Approche-toi. Approche-toi du micro. Donc, les 977 noms retrouvés. Alors, cette liste, probablement pas exhaustive, et je le dis d'autant plus facilement que c'est pas publié, ça va même si vous avez oublié un nom, donc elle est déjà plus de 977 noms. Et la liste des personnes déportées comme juives à partir de l'Indre-et-Loire en zone occupée. Tours est la préfecture et Angers la préfecture de région. Nous n'avons pas encore fait ce travail sur la zone libre, c'est-à-dire la région de Loches, rattachée au département de l'Indre, dont la préfecture est Châteauroux, Limoges, la préfecture de région. Il nous reste à le faire pour pouvoir établir la liste de tous les déportés juifs d'Indre-et-Loire. Alors cette liste, alors elle comprend d'une part les personnes juives rappelées lors des 4 grandes rafles de l'Indre-et-Loire, celle du 9 février 42, des 15 et 16 juillet 1942, du 9 octobre 1942 et celle du 26 janvier 1944. Mais bien sûr, il y a en plus toutes les arrestations individuelles qui ont lieu jusqu'au mois de mai 1944. Il y a aussi donc, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est les personnes emprisonnées à la prison Henri Martin à Tours, prison qui est surchargée, et ces deux annexes, la caserne La Salle qui se trouvait là où aujourd'hui il y a le lycée Baillet, et la prison Michelet qui se trouvait où était l'école entre la rue Michelet et la rue Pasteur. Et bien sûr, il y a tous les internés du camp de la Lande, à Mont. Ces 977 noms sont les personnes raflées, internées, emprisonnées en Indre-et-Loire et déportées comme juives vers les camps de la mort. Dans cette liste, nous n'avons pas inclus les personnes domiciliées en Indre-et-Loire, mais réfugiées en zone libre, où elles ont d'ailleurs pu être aussi raflées et déportées. Nous n'avons pas non plus inscrit les juifs résistants, arrêtés en Indre-et-Loire ou dans d'autres départements, mais déportés comme résistants. Mais en revanche, les juifs résistants, arrêtés en Indre-et-Loire comme résistants et déportés comme juifs, sont dans notre liste. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé les fonds des archives municipales, départementales, aussi bien celles de l'Indre-et-Loire que celles du Maine-et-Loire. Pour le camp de la Lande, on a surtout utilisé le fichier des internés, leurs cartes d'alimentation, de tabac, de vêtements, et aussi les cartes d'identité établies pour les premiers internés arrivés en décembre 1940. Pour établir la liste des familles juives installées en Indre-et-Loire, nous avons travaillé à partir du recensement général de 1936, du recensement des Juifs du 1er juillet 1940, de la liste des entreprises juives, de la réalisation des biens juifs, des dossiers d'autorisation et bien d'autres documents et de témoignages que nous avons collectés. Nous sommes aussi appuyés sur les travaux réalisés par Simon Esterman et Laura Boussard dans le cadre de leur recherche universitaire et qu'ils ont communiqué à la RISVAL. Pour déterminer les convois de déportation, nous avons consulté les listes de convois avec les survivants, publiées par Serge Herzfeld, les entrées au camp de Drancy sur le site du mémorial de la Shoah, les fiches de témoignages et le registre d'Auschwitz sur le site de Yad Vashem, et aussi les fiches de déportés morts pour la France sur le site du ministère de la Défense. Pour ces listes, nous avons privilégié un orthographe. On a privilégié l'orthographe des noms inscrits sur les papiers d'identité, les fiches d'état civil, comme nous les avions. Nous avons inscrit les noms de jeunes filles, qui sont dans l'identité des femmes, mais aussi surtout parce que ça nous a permis de voir qu'il y avait vraiment des familles entières qui avaient été décidées et de pouvoir faire justement les regroupements qui existaient. Nous avons choisi la date de naissance et le lieu de naissance des personnes, qui sont les éléments constitutifs de l'état civil. Alors évidemment, dans un esprit mémorial, l'âge des personnes et l'âge des déportés aurait sans doute été plus marquant. Nous avons conçu cette liste comme un travail d'histoire, constituant une base de données susceptible d'évoluer et d'être utilisée par tous. Nous avons essayé d'harmoniser les noms des lieux de naissance. Alors pour les grandes villes, nous avons choisi des noms français, Varsovie et non pas Warszawa, Cologne et non pas Köln. Mais pour certaines villes, nous avons été confrontés à la difficulté d'harmonisation, surtout pour les personnes nées dans telle ou telle ville, avant ou après la Première Guerre mondiale. Je prendrai par exemple la vieille ville polonaise de Lwów. Alors je vais appeler parce que c'est un petit peu, il s'écrit LWOW, qui devient la capitale de la Galicie, province de l'Empire hongrois, sous le nom de Lemberg, qui russe en 1918 s'appelle LVOV, et qui aujourd'hui est ukrainienne, se nomme Lviv, alors LVIV. Donc nous avons choisi l'orthographe des personnes qui y habitaient, c'est-à-dire soit le nom autrichien, Lemberg, soit le nom polonais, Vlov. Voilà, fin de la Première Guerre mondiale. De nouveaux pays, des nationalités nouvelles, mais surtout des États qui enlèvent la nationalité à leurs ressortissants, font que nous n'avons pas choisi le critère de nationalité.
Le terme d'apatride se développe après la Première Guerre mondiale. Les États retirent la nationalité à leurs ressortissants. Ce sont tout d'abord les réfugiés russes entre 1921 et 1924, puis en 1935 les lois de Nuremberg, les Juifs allemands perdent leur nationalité. Ensuite, en 1938, c'est le gouvernement polonais qui retire la nationalité aux Polonais installés à l'étranger depuis plus de 5 ans. Et bien évidemment, le gouvernement français de Vichy, qui, un mois après l'armistice, par la loi du 22 juillet 1940, prévoit la révision systématique des naturalisations accordées depuis 1927. Sur environ 600 000 dossiers examinés par la commission de 1940 à 1944, plus de 15 000 personnes sont dénaturalisées, ce qui correspond à 3,1% des dénaturalisés entre 1927 et 1934. 57% des dénaturalisations concernent les Juifs. Nous considérons que cette liste n'est pas un travail fini ni fiché. Elle constitue une base de données à disposition de tous et elle contribue, espérons-le, à une meilleure connaissance de notre histoire. 70 ans après ces événements, elle nous permet de mesurer la politique d'extermination qui s'est déroulée aux yeux de tous et de redonner une réalité humaine à ces drames largement occultés de la mémoire collective.